Cette semaine, Maureen Rétro revient sur un reportage exceptionnel réalisé durant l'été 2022. Qu'est-ce que c'est un glacier? En fait, un glacier, c'est de la neige qui s'accumule au cours des années et qui, à force de s'accumuler, devient de la glace. Un sujet sur les traces de l'eau en Maurienne, avec des invités de choix tels que glaciologues, climatologues, président du domaine skiable de France et président de la communauté de communes Cœur de Maurienne. L'équipe de Maurienne TV s'est mobilisée durant des semaines pour réaliser ce documentaire qui nous éclaire sur la gestion de l'eau en Maurienne. Bonjour à tous, nous sommes à 2700 mètres d'altitude au pied du glacier de Saint-Sorlin-d'Arves où culmine le pic de l'Étendard à 3465 mètres d'altitude, un haut lieu de ski de randonnée et d'alpinisme. L'intérêt de cette émission est de prendre conscience de l'état de l'eau en Maurienne. Allons à la rencontre de scientifiques. Suivez-moi. Fanny Brun, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse à l'IRD, c'est l'Institut de recherche et de développement qui est rattaché à l'IGE. Qu'est-ce que c'est l'IGE d'ailleurs? L'IGE, c'est l'Institut des géosciences de l'environnement. Donc c'est un laboratoire de recherche rattaché à plusieurs instituts, dont l'Université Grenoble-Alpes. Et en fait, c'est un institut qui regroupe beaucoup de thématiques très diverses, dont une des thématiques qui porte sur l'étude des glaciers et du changement climatique. Alors on rappelle, aujourd'hui on est ici au glacier de Saint-Sorlin-d'Arves, on est à 2700 mètres d'altitude. C'est un glacier donc, je crois qu'il s'étend sur 270 hectares et qui est en train de fondre, hein. Je crois que vous êtes là pour l'étudier. Tout à fait. Il y a peut-être parmi les spectateurs des gens qui sont venus à l'Étendard par le passé. Et donc c'est vraiment ce glacier de Saint-Sorlin, c'est vraiment la victime du réchauffement climatique. On voit d'année en année son front qui recule et on voit aussi la pente qui donne accès à l'étendard qui se déglace parce que il y a 15 ans on voyait quasiment aucun rocher. C'était une pente de neige et de glace et là aujourd'hui c'est une pente partiellement rocheuse. Alors concrètement, vous venez travailler ici, donc là vous êtes arrivé ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? On est arrivé ce matin et il faut savoir qu'on vient assez régulièrement, hein. On va venir voir le glacier environ 4 ou 5 fois par an en moyenne. Et parce qu'on assure le suivi de son bilan de masse. Donc c'est-à-dire que chaque année, on calcule combien de neige il accumule pendant l'hiver et combien de neige et de glace fondent au cours de l'été. Et donc là, très concrètement, en fait, aujourd'hui, on va faire de la maintenance parce qu'on va remplacer ce qu'on appelle des balises d'ablation. Donc c'est des jalons qu'on insère dans la glace et en fait on les laisse dépasser un petit peu et puis en fait avec la fonte, le jalon émerge de plus en plus et donc quand on revient à la visite suivante, on peut mesurer la fonte de la glace. Alors ces jalons que vous avez mis en place, j'imagine c'est l'année dernière que vous avez installé les jalons ou c'est plus ancien? Alors les premiers jalons, ils ont été installés en 1957. Donc ça veut dire qu'on étudie le glacier depuis 1957. Tout à fait, donc c'est une série qui est exceptionnelle par sa longueur, hein. Dans le monde entier, il y a environ une dizaine de séries de mesures de bilan de masse de glaciers qui atteignent ces longueurs. Donc c'est vraiment une référence. Et donc les jalons qu'on va remplacer spécifiquement, on les a installés il y a 2 ans à peu près. Il se trouve qu'en fait, si on repart quelques années en arrière, il y avait moins de fonte saisonnière, donc on remplaçait les jalons aussi moins souvent. Donc c'est encore un marqueur indirect de l'accélération des pertes de masse des glaciers. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de l'épaisseur de ce glacier concrètement en moyenne? Alors en moyenne c'est un peu difficile à dire parce que vous voyez que le glacier, on sent que son épaisseur elle est très variable. Par exemple si on regarde la pente de l'étendard, on voit que les rochers ils sont vraiment juste à côté, donc là la glace est très fine. Par contre on estime que sous la langue, au plus épais, on a environ encore une centaine de mètres d'épaisseur de glace. Alors c'est signe que le glacier va prochainement disparaître. Est-ce que c'est vrai qu'en d'ici 2060, il pourrait ne plus exister? Tout à fait. En fait, c'est les projections qu'on réalise hein, sur la base à la fois des scénarios climatiques futurs du GIEC, sur la base des observations qu'on a actuellement. On estime que l'essentiel du glacier aura disparu aux alentours de 2050 à peu près. Donc ça veut dire qu'ici, il y aura un champ de cailloux en fin de compte, on aura un cycle de l'eau modifié.
Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, sous la langue, on aura soit des dépôts du style un peu éboulis, des dépôts un peu grossiers, soit des roches moutonnées. Donc ça, l'avenir nous le dira. Et en effet, ça va changer le cycle hydrologique. Parce que en fait, ces glaciers, ils jouent un rôle surtout quand on est en saison estivale sèche et assez tard en saison. Donc, quand toute la neige saisonnière a disparu, quelque part, ce qu'on fond typiquement au mois d'août, ça va être la glace de glacier. Et donc, c'est à ce moment-là que le glacier joue un rôle hydrologique important. D'accord. Alors sur un glacier comme ça, est-ce qu'on peut considérer que l'activité humaine a un impact aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez? Alors, c'est pas très facile de répondre à cette question. Ce qu'on voit, c'est l'impact humain sur les émissions de CO2. Donc, les émissions de CO2 par les êtres humains sont la cause du réchauffement climatique. Ça, c'est connu. Voilà, ça, c'est connu. Et donc, ça, la conséquence pour les glaciers, c'est vraiment une accélération des pertes de masse qui est visible sur les glaciers des Alpes qu'on suit, mais qui est aussi visible à l'échelle globale. Pour vous donner un chiffre, entre 2000 et 2010, si on prend l'ensemble des glaciers de la Terre, en 10 ans, ils se sont amincis de 4 mètres. Et si on prend entre 2010 et 2020, l'ensemble des glaciers de la Terre, ils se sont amincis de 6 mètres. Et donc c'est une différence qui est quand même vraiment... voilà, donc c'est une accélération des pertes de masse qui est vraiment forte, quoi. Voilà, et sur le site là, est-ce qu'il y a des menaces, est-ce qu'il y a des dangers pour par exemple les gens qui pratiquent l'alpinisme, le ski de randonnée aujourd'hui? Est-ce qu'il faut prévenir les gens? Est-ce que les conditions se modifient sur le terrain? Les conditions, elles se modifient en effet parce qu'avec le recul du glacier, ce qu'on a observé par exemple, c'est que la pente d'accès au sommet de l'étendard, elle se raidit. Et donc ça, c'est plus compliqué pour les gens qui sont à pied. Après, ça reste une course d'alpinisme assez facile et c'est pas un obstacle majeur pour les alpinistes. Pour l'instant, sur le glacier de Saint-Sorlin, il n'y a pas de risque documenté, mais c'est difficile d'anticiper vraiment. On voit par exemple le cas du glacier de la Marmolada qui s'est effondré récemment en Italie, montre que on peut être surpris par des risques glaciaires qui se développent à des endroits qu'on n'attendait pas forcément. Alors là aujourd'hui vous êtes ici, est-ce que vous étudiez d'autres sites là dans la région? Alors dans la région, oui, on étudie le glacier de Gébrula dans le massif de la Vanoise et on étudie aussi les glaciers d'Argentière et la mer de glace dans le massif du Mont Blanc au-dessus de la vallée de Chamonix. Donc ça, c'est vraiment nos 4 sites phares. On a des collègues à Grenoble qui suivent le glacier blanc, donc en partenariat avec le Parc national des Écrins. Et nous, un peu une des spécificités de notre laboratoire à Grenoble, c'est qu'on s'intéresse aussi à d'autres sites. Donc il y a des glaciers dont on a initié les séries de mesures dans les Andes, qui sont maintenant, donc ces mesures sont maintenant faites par des partenaires locaux, en Bolivie notamment. Et c'est un peu la même histoire au Népal. On suit un glacier aussi au Népal. Eh bien, écoutez, sur ces belles informations, on vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux sur ce glacier et ailleurs. Et puis moi je vous propose qu'on passe la parole à Martin Ménégos qui va poursuivre un petit peu sur la climatologie. Martin Ménégos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au CNRS et climatologue à l'IGE, c'est l'Institut des géosciences de l'environnement. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites avec l'équipe de recherche sur ce glacier? Moi je suis là pour aider pour participer aux mesures glaciologiques. Donc concrètement en fait on a un réseau d'observation qui s'appelle Glacioclim et qui surveille l'évolution de glaciers dans différents massifs, dans les Andes, l'Himalaya, les Alpes et en Antarctique. Et en fait, ce réseau, il se base sur 2 types d'observations. D'une part, des observations météorologiques et d'autre part, des observations glaciologiques. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les observations glaciologiques. Et notamment, on est là pour mesurer le bilan de masse, pour changer des balises qui nous permettent de mesurer annuellement le bilan de masse, biannuellement d'ailleurs, le bilan de masse du glacier. Ce que nous expliquait Fanny, alors justement, vous en tant que climatologue, qu'est-ce que vous faites par rapport à... Vous faites des relevés, comment vous vous y prenez? Parce qu'il y a une station météo à proximité, il y a quand même des équipements. Tout à fait, en fait, l'un des enjeux de la climatologie, c'est de comprendre le lien qu'il y a entre les variations climatiques à l'échelle locale, et notamment qui sont observées avec les stations météo du Radio Glacioclim, on en a là à côté du glacier de Saint-Sorlin, avec le changement climatique à l'échelle globale. Et donc notamment, on essaie de relier
ce qu'on est capable d'observer localement avec ce qu'on simule à grande échelle avec des modèles climatiques. Donc effectivement, vous faites des projections à plusieurs décennies, hein, c'est ça? Tout à fait. Les modèles climatiques ils sont utilisés à la fois pour avoir une estimation de la variabilité climatique dans le passé, par exemple notamment depuis que les activités humaines impactent le climat au milieu du 19e siècle, et jusqu'à aujourd'hui, et aussi dans différentes projections futures qui sont basées sur différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors je voulais savoir par rapport à vos travaux, est-ce que le grand public y a accès et comment vous communiquez avec les gens? Comment ça fonctionne? Alors le système de la recherche au niveau international, il est vraiment clairement basé sur les publications scientifiques. Quand on écrit des publications, elles sont relues et corrigées par des pairs de manière anonyme. Et donc toutes ces publications, qui sont souvent écrites en anglais, elles sont disponibles à l'échelle planétaire, notamment avec Internet, assez facilement. Et en plus de ces publications, il y a tout un travail de vulgarisation qui est fait à différents niveaux, alors qui peut être fait lors des échanges entre les médias et les scientifiques, mais qui sont aussi faits par exemple à la demande de collectivités territoriales qui vont contacter directement les scientifiques pour avoir des expertises sur par exemple le climat ou les glaciers d'une région. Le site là, le visuel qu'on a, on le voit un peu grisâtre, on le voit un peu, pas forcément blanc partout. Alors est-ce qu'on peut décrire en 2 mots donc la partie haute qui est bien blanche, puis cette partie basse un peu plus grise là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui compose là? Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être expliquer d'abord qu'est-ce que c'est un glacier. En fait, un glacier, c'est de la neige qui s'accumule au cours des années et qui, à force de s'accumuler, devient de la glace. Et un glacier est composé de 2 parties. La zone d'accumulation en amont, dans laquelle il y a plus d'accumulation de neige que de fonte à l'échelle annuelle, et la zone d'ablation, dans laquelle il y a plus de fonte que d'ablation à l'échelle annuelle. Et donc à la fin de l'hiver dans les glaciers alpins, souvent les glaciers sont entièrement recouverts de neige, on sort de la période où il y a eu beaucoup d'accumulation, et peu à peu il y a de plus en plus de fonte qui se met en œuvre, et au bout d'un moment, avec la fonte, il y a la glace qui apparaît, et la glace elle est plus sombre. Et d'ailleurs, ça c'est un processus qu'on cherche à bien comprendre quand on simule physiquement l'évolution du glacier. C'est l'évolution de son bilan de masse de surface en fonction du bilan d'énergie, c'est-à-dire de sa capacité par exemple à absorber le rayonnement solaire. Et typiquement, une surface de glace qui est plus sombre, elle va plus absorber le rayonnement solaire que lorsqu'elle est enneigée, parce que quand elle est enneigée, elle est plus claire, elle a un albédo plus élevé, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à réfléchir le rayonnement solaire vers le haut plus importante. Écoutez Martin, merci pour ces explications, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair et puis de comprendre comment ça vit ces glaciers. Et on vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux de recherche sur ce site et ailleurs. Et puis on vous souhaite une bonne continuation, merci.